merci à tous les quatre, bienvenue et merci d'avoir accepté cette table ronde. On va d'abord parler réglementaire et contexte européen, puisque la précédente mandature a vu beaucoup de lois votées, donc nous commencerons par vous, messieurs les députés, avant de laisser parler nos industriels. Avant de commencer, un point de contexte sur le Parlement européen, où les équilibres sont assez différents du Parlement français. Alors, au Parlement européen, on a deux groupes parlementaires dominants, le PPE et les socialistes et démocrates dont vous faites partie, Monsieur Casares. Et puis après, il y a d'autres groupes qui ont un poids significatif, dont le groupe Renew, dont vous faites partie, Monsieur Grudler. Aucun groupe n'a la majorité absolue dans ce Parlement, mais il y a toutefois des accords qui arrivent à se faire pour faire voter les lois, comme quoi se mettre d'accord, c'est quand même possible. Alors, la précédente mandature a été marquée par de nombreux textes autour du pacte vert européen, avec les paquets Repower EU, Fit for 55 et bien d'autres, comme l'a dit Monsieur Martin. Et deux textes que vous avez portés, messieurs les députés, dont la réforme du marché européen de l'électricité, que vous avez porté, Monsieur González Casares, et le Net Zero Industry Act, que vous avez porté, Monsieur Grudler. On reviendra dessus. On a eu aussi plus récemment le rapport Draghi qui alerte sur la perte de compétitivité européenne et la situation de l'industrie, notamment avec du coup de fait une consommation d'énergie, mais aussi d'électricité qui baisse. Vous pourrez nous en parler, mesdames Huet et Wünschel. Et donc dans tout ça, on va commencer par le contexte réglementaire avec vous, Monsieur González Casares. Parmi les textes votés, donc, il y a eu la réforme de l'EMD, l'Electricity Market Design. Quel bilan faites-vous? Comment peut-elle pousser l'électrification en Europe, puisque c'est le but, avec l'intégration des PPA et des CFD notamment dans le cadre du marché? Bonjour, merci à l'Union française de l'électricité. Par l'invitation, mes excuses, je ne passe parler français, je veux parler anglais, so I will change to English, I will switch to English right now. First, I think that the electricity market design was very important because it was in the right time to help Europe. I think that we had the war in Ukraine and Russia, the gas prices and the skyrocketing prices that every citizen had to pay during this time. But now we have this new framework when we had to build new CFDs and also PPAs, develop long and mid-term markets. So it was one of the main objectives of this reform. I have to say, we are living in times with climate change that is already happening. You also are aware of the big floods in Valencia in Spain. One of the main drivers of this geopolitical instability is energy, as it always was in our history. And third, and very important thing, we are lacking of fossil fuels in Europe. We have only clean energies as energy sources. We have to develop and boost these energy sources. So my message also in the electricity market design reform was to boost clean energy in order to take advantage of our own possibilities and also transfer these low prices of the clean energy to the citizens and consumers. But should be done in the mid and long term. We also need these short-term markets to give us a signal of what is efficient or what is not. Now we have to build the new CFDs, a new policy for CFDs. And I have to mention it's time to implement. I agree with Patrick Martin when he said that we made a lot of legislation, a lot of regulation during the last term, the Repower EU, the Fit for 55 package. So it's time to implement, it's time. But I think it's not time to go for more and more new legislation because we have already done a lot. So taking into account the CFDs policies, we need efficient CFDs. We have to be very smart in the way we build these new CFDs. We also had to avoid inefficient measures in the CFDs. For example, low or negative prices. We cannot remunerate and we cannot give this, avoid this price of, what is the name? Produce and forget. We have to avoid this produce and forget.
course, this is the right way to do the CSDs. And also it's time to member states to go for good designs and to power this niche clean opportunity energy that we have in Europe. Regarding PPAs, the PPAs market is not a state market, I guess. It's private bilateral agreements. So we have to give the opportunity to the companies, and it is also in the reform, but we can support them. We can give state aid, but only for these PPAs. Member states can give this aid only for member states that invest in PPAs, mainly for renewables or clean or low carbon energies. So this is the right decision. I think that we have now a very important legislative framework. We have to develop that, but we have also to think in the short-term markets, what is really happening. Because in the Draghi report also highlighted that most of the times our gas prices, the prices that mark the spot price in the market. So I don't think that we have to kill the short-term markets, but we have to think on that. We have to reflect, and by June of 2026, yes, June of 2026, the Commission should present an assessment of what is happening in the short-term markets, a good assessment, a deep assessment, what is really happening, and in case they find something mistaken or wrong or that can be improved, they should present also a legislative proposal. Merci. Donc ça tire déjà les questions de compétitivité, de flexibilité et de souveraineté avec les nouvelles énergies. L'autre grand texte voté pendant cette mandature, c'est le NZIA que vous avez porté, Monsieur Grudler. Même question. Quel bilan faites-vous, avec déjà une question qui est tombée sur la tablette, en particulier face à l'AERA américain, puisque ce NZIA, c'était aussi une réponse à l'AERA américain, qu'en tout état de cause devrait perdurer sous Donald Trump. Donc voilà, comment est-ce que vous pensez que ça va nous permettre de résister, à notre industrie de résister en Europe, et comment est-ce que le NZIA pourra aider les entreprises selon vous? Bonjour à tous et à toutes, merci. Si vous me permettez une toute petite phrase pour remercier Nicolas Cazares pour le travail qu'il a fait sur la réforme du marché européen de l'électricité. Parce que ça n'a pas été facile. On a eu des fois des moments un peu délicats, mais je veux dire, grâce à sa finesse en tant que rapporteur lors des trilogues et avec le texte final qui est revenu au Parlement européen, on a trouvé une solution au nom de la neutralité technologique, c'est-à-dire qui fait la publicité de tout ce qui est décarboné, que ce soit du renouvelable ou d'autres technologies. Suivez mon regard. Et donc, voilà, il y a un travail de qualité qui a été fait. Pourquoi vous parlez de compétitivité? Le rapport Draghi proposait même de rouvrir la réforme du marché de l'électricité. Moi, je ne suis pas favorable. On s'est tellement battu pour arriver déjà à ce résultat-là. Il fonctionne, ce marché européen de l'électricité. Alors, il y a le problème, c'est effectivement, il fonctionne tellement bien que les prix sont négatifs assez longtemps. Cette année, en 2024, on a eu 1466 heures de prix négatifs sur le marché européen de l'électricité. Alors évidemment, c'est trop. Il faut arriver à un système où on arrive autour du zéro, c'est très bien, enfin, voilà, en tout cas quelques unités. Mais bon, aujourd'hui, ça fonctionne, et il faut aussi le dire. Que souvent on oublie et on montre du doigt ce marché. Alors sur NZIA, Net Zero Industry Act, qui est en fait la liste de toutes les technologies propres européennes, j'ai bien dit propres, encore une fois, donc c'est les renouvelables et ce qui décarbone. Donc on va dire essentiellement le nucléaire en non renouvelable, le nucléaire, et aussi le CCS, donc la capture de gaz carbonique pour ce qui est unavoidable, on dit en anglais, donc pour ce qui est fatal, donc ce qu'on ne peut pas empêcher de produire. Donc ce texte NZIA, il liste toutes les technos à même niveau. Il permet d'accélérer les permis. Il permet aussi, parce qu'il le fixe clairement, une préférence européenne dans les marchés publics pour permettre de produire en Europe. Il faut arrêter de vouloir un modèle où on va aller chercher à l'autre bout du monde de l'hydrogène, aller chercher à l'autre bout du monde du gaz naturel liquéfié. Et là, moi, j'étais assez meurtri des déclarations de la BCE et de sa présidente il y a quelques jours pour rappeler qu'il fallait acheter davantage de GNL aux Américains. Je dirais, il y a un moment, il faut qu'on arrête la dépendance. L'Europe importe 62% de son énergie.
il est temps qu'on produise en Europe. On ne va pas remplacer la dépendance au gaz russe par une dépendance au GNL américain. Donc évidemment, ce sont des partenaires, évidemment, il faut en acheter. Mais ça ne peut pas être un objectif politique d'augmenter tout ça. Donc, dans nos appels d'offres publics, il y a 30% aujourd'hui des appels d'offres qui doivent être soumis à la résilience et à la préférence européenne. Donc ça aussi, c'est déjà un progrès pour aider en fait la production d'énergie en Europe. Et ce qui manque pour l'instant sur NZIA, c'est un règlement qui n'est pas un règlement financier. Donc on n'a pas de fonds derrière. Et j'allais dire, en boutade et en plaisanterie, c'est dire que NZIA, c'est l'IRA sans l'argent. Bon, mais on a des projets évidemment maintenant, donc tout ça c'est fléché, c'est traité. Maintenant, il nous faut un fonds de souveraineté européen, voire flécher davantage les revenus de l'ETS, enfin du marché carbone, le fonds d'innovation, qui pourrait être fléché sur ces technopropres pour soutenir les investissements et qu'on investisse massivement dans ces technologies propres. Donc pour l'instant, alors je vous dis sur le fonds qui était dédié, qui s'appelait STEP, qui devait permettre de financer NZIA. Désolé pour les acronymes très, très européens. STEP, il y avait 10 milliards à l'origine. Ça a été ramené à 1,5 milliard. Et les 1,5 milliards ont été utilisés pour venir en aide à l'Ukraine. Donc on est à zéro actuellement sur STEP. Donc il faut trouver évidemment des financements. Sans argent, on n'arrivera à rien. L'IRA, c'est 300 millions de dollars pour commencer. Donc à nous de aussi savoir et rappeler que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc il faut aussi travailler sur des ressources propres européennes qui peuvent permettre de financer et de soutenir largement nos bases industrielles dans le domaine de l'énergie. Merci. Alors vous avez déjà tous les deux parlé des prix négatifs, et donc je me tourne vers vous, Katia Wünschel, parce que les prix négatifs, comme vous gérez la zone Europe, mais également la zone Australie, vous connaissez bien depuis longtemps. Donc comment est-ce que vous voyez le développement des renouvelables en tant qu'énergie propre et compétitive en Europe et en Australie? Quels défis vous rencontrez, et est-ce que vous estimez que le nouveau cadre RED vous paraît suffisamment adéquat, cadre RED sur lequel vous avez également travaillé tous les deux? Alors c'est traduit en même temps pour Madame Wünschel. Excusez-moi, mon français est aussi n'est pas très bien et n'est pas très fluent. Je préfère de parler en anglais. It's much simpler for me. I'm sure your French is better than my German, so that's okay. Okay, but I think our dialogue will not be very fluent. So, yeah, thank you very much. So, as RWE, our strategy, the Growing Green strategy, is clearly focusing on the build-out of renewables. So, we are aiming to invest by 2030, which is, in 6 years ahead. We are aiming to invest 55 billion into our global portfolio, reaching 65 gigawatt green portfolio and flexible portfolio. And half of this investment will be in onshore and solar globally, and half in offshore and flexible assets. So the strategy is clear. We are moving into this green portfolio. We have reached already this year, so in 24, roughly 50% of our production mid of the year was renewables. So we are in the middle of the transformation, and this is the really interesting experience. We are in the company in the middle of the transformation, while the European market and the world is transforming, and we have this live experience from both sides. When I then look into France specifically, France is a really important market for us. We are here active in onshore. We are already in the top players when it comes to the onshore auctions, where we are bidding our projects. We are very proud of our first solar projects. We are pre-qualified for the 3 offshore tenders. So France is also very key for us. When I then look, what you said, into the RED III, what does it mean when I look into our European member states where we are active? I see a great framework. So the framework of the RED III, which is a really attractive regulation, is providing an overriding public interest, which is probably the most important opportunity when we see where it's implemented and where it's already in action, I would say. Then secondly, it provides the acceleration of available land for renewable build-out. So really also the second most important thing, I need the commitment, I need the land, and last but not least, I need the permit. And the permit, also the RED III, provides some really attractive new deadlines, how you can speed up the permitting. And with these 3 opportunities, which are now in the implementation phase of the member states, this would be really a game changer for boosting the build of renewables. Unfortunately,
it's not as fast as it could be. So we are still waiting for many member states to come into action, where we are not seeing yet the real acceleration. And unfortunately, France is in this group of member states that we see they have, for example, implemented here in France the acceleration law. It's now on the local authority level, but the real acceleration is not yet there. Yeah, we see probably 1 or 2 months. But France, let's talk specifically about onshore, is, to be very straight and honest, in Europe, the country with the smallest onshore sites, the smallest projects, and the project which takes the longest in development. So there is some opportunities to improve, I would say. And we're really looking forward to see how this is working. When we compare it, for example, with Italy, they are now working on a major permitting improvement to see how they speed it up. So each member state have an opportunity to be applied, and it's very country specific. It's an opportunity, but it's not yet visible in France. There are some other countries which are a bit faster, I would say. So I would see this more as a competition on European level, how we can speed up and even accelerate more. When we then look into the specific situation, I think it was already discussed in a previous session, the grid is a topic which should be not forgot, because with the huge build-out program we have ahead of us, also in renewables, we need the respective grid build-out, and also in the right timing. We see specifically, for example, in Poland and in the UK, major grid challenges already, which are slowing down the build-out program when it comes to solar and onshore. So here is a really foreseeable program, how to build out the grid and ensure the grid connection on time when the projects are ready is really essential. When it comes to what you said initially, the electricity market design, this is, I share your view, a really, really smart piece of work, which you see is implemented in the French market with the two-sided CFD, which provides some really good clarity for the investors, a clear growth plan, and therefore with the security also the financing costs are going down. And this is really for an investor, the environment where you want to invest, you have the stability, you know what you get, you know how to calculate it, and this is where this electricity market design is nicely implemented in France. We also see an increasing market for the PPAs coming up, which we see as a really important second pillar to the CFD systems in each market, so that we really can grow in both dimensions on the industry and private sector as well. Et sur le permitting, il me semble que Patrick Pouyanné tout à l'heure était bien d'accord avec vous sur la France et ses délais. Alors, on a le réglementaire, on a les producteurs, on a aussi les consommateurs. Donc, je me tourne vers vous, Madame Gwenel Avis-Huette. Est-ce que vous jugez le cadre suffisant en Europe côté consommateur pour avoir de la flexibilité? Est-ce que vous avez des exemples de pays où des initiatives nationales ont été prises justement pour mieux faire émerger la flexibilité qu'on a parfois dite un peu absente de la réforme du market design? Et je vous laisserai répondre à ça, Monsieur Casares. Non, merci pour la question. Effectivement, on parle beaucoup, quand on parle transition énergétique, on parle beaucoup énergie renouvelable, qui est un point fondamental de la transition. On parle aussi d'électrification, on y reviendra, je pense, par la suite. Le point qui est relativement peu abordé, c'est l'efficacité énergétique, c'est la gestion de la demande. On a beau se battre pour ça, c'est comme quelque chose qui est invisible, qu'il faut rendre visible. Parce que l'efficacité énergétique, derrière ça, c'est beaucoup de digital, beaucoup de software, beaucoup de smart. Et bien tout ça, il faut le rendre tangible, il faut le rendre visible pour le faire émerger. Alors néanmoins, ces dernières années, il y a quand même beaucoup de travail qui a été fait au niveau européen. Maintenant, c'est à notre responsabilité de l'implémenter. La première chose qui a été, on va dire, une avancée, c'est le market design. On a parlé de la réforme du marché et M. Casares nous a beaucoup aidé en ce sens-là et je pense qu'on peut lui rendre hommage sur ce point-là, faire émerger la flexibilité dans le market design. Tout un poème, hein. À ce moment-là, si on s'en souvient, on parlait beaucoup marché de l'énergie, faut-il le revoir dans ses fondamentaux? Faut-il que l'électricité soit fixée à partir du prix du gaz ou non? C'était des sujets comme ça qui émergeaient. Faire ressortir le sujet de flexibilité, ce n'était pas un sujet facile. À ce moment-là, on a eu un vrai débat et une vraie discussion sur comment rendre de la valeur, faire émettre de la valeur à travers la flexibilité pour qu'elle soit justement rémunérée à travers le marché.
Eh bien, c'était un débat, par exemple, sur l'écrêtement. Comment est-ce qu'on arrive à écrêter les consommations dans les périodes de pic ? Toute ma question derrière, c'est comment est-ce qu'on arrive à généraliser ça, à en faire un vrai modèle énergétique, et pas uniquement à l'utiliser dans les périodes d'extrême urgence, parce qu'effectivement, on a des pointes de consommation et qu'on n'a pas suffisamment de production d'énergie. Donc on a fait une avancée, mais la question, c'est vraiment comment la pérenniser et faire en sorte qu'elle devienne un modèle de marché. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est partager notre énergie. C'est avoir des moyens de partager nos énergies. Ça existe beaucoup aux États-Unis. Ça va exister de plus en plus en Europe. Comment est-ce qu'on arrive de la même manière à orchestrer ce partage d'énergie ? La troisième chose, le troisième débat que nous avons eu dans le market design, eh bien à ce moment-là, c'était donner des subventions à la consommation, puisque les prix étaient très élevés. Et à ce moment-là, on discutait de donner des subventions à la consommation. Et là encore, peut-on changer de paradigme et se dire, finalement, donner de la subvention à l'économie, à la flexibilité ? Voilà, c'est un petit peu tous ces enjeux. Donc oui, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail a été fait, et le market design a beaucoup évolué sur les sujets de flexibilité, une bonne reconnaissance, mais on est au milieu du chemin. On pourrait faire encore plus pour finalement reconnaître toute la valeur à la flexibilité, pour finalement faire en sorte que nos marchés n'aient pas besoin de investir dans les réseaux, surinvestir dans la production, parce que la flexibilité en tant que telle joue un rôle fondamental. Et juste pour donner des ordres de grandeur, on a l'impression que c'est à peu près anecdotique. La réalité, c'est que pour faire le 1,5 degré dont nous sommes tous comités, n'est-ce pas ? Pour faire le 1,5 degré, l'effort viendra à 50% sur l'amont, rendre l'amont plus vert, l'électrification, le développement des énergies renouvelables, etc. Donc le développement de l'amont et le côté vert. Et 50%, c'est la demande. Donc 50% de l'effort, c'est mieux consommer, c'est organiser la flexibilité, et c'est tout l'enjeu. Alors la France est un bon exemple. La France a pris les devants, puisque nous avons aussi un autre texte dont nous avions parlé aussi avec M. Gruller, qui est la directive performance énergétique des bâtiments. Comment est-ce qu'on rend nos bâtiments intelligents ? Bien, la France a pris les devants et puis a pris en main son destin en la matière en adoptant le décret BACS. Alors au début, c'était des contributions volontaires, et puis finalement, progressivement, ça s'est orchestré à travers le décret BACS, qui a pour objectif justement de rendre plus intelligents nos bâtiments, et c'est un levier qui va aider à la flexibilité. La question derrière ça, c'est comment est-ce qu'on arrive progressivement, non pas que à moins consommer, mais aussi à shifter nos consommations, à faire en sorte qu'on déplace les pointes de consommation. Et là, de la même manière, c'est aller un petit cran en avant. Alors, je dirais, oui, une bonne évolution en France. Il faudrait que les autres pays européens aillent dans la même direction. On est en pleine transposition de la directive performance énergétique des bâtiments. Donc, il faut encourager les autres pays européens à aller dans cette même direction. Le Royaume-Uni l'a fait. Le Royaume-Uni est très en avant sur sa gestion de la flexibilité. Donc, ça nous donne de l'espoir. Écoutez, un petit peu de positif là-dedans. Je reviens vers vous, Monsieur González Cassares, justement à propos de la flexibilité et de la valeur qu'on lui donne dans ce marché. J'étais un peu plus sceptique que Madame Huette sur la place de la flexibilité dans l'Electricity Market Design. Du coup, quelle est la place que vous avez pu donner à la flexibilité dans ce texte et comment on arrive à mettre d'accord un Espagnol, un Français et un Suédois et un Allemand là-dessus, parce que sur la flexibilité et la rémunération de la capacité, je sais qu'il y a beaucoup de divergences entre les experts des différents pays. First, let me say that we are talking about flexibility because we believe in electrification. This is the first point. And we believe on that. But we are lagging behind. In Europe, you know, the real data now is that in Europe we are at 22% of electrification, France 25%, you are the champions almost in Europe, but China is nowadays at 30%. So we are lagging behind and we have to run. We have to do it with more electrification in the transport, with more electrification in the industry because it's efficient. But of course, with flexibility. We cannot solve everything only with the EMD reform or the RED. I mean, there are legal tests, but we have to give something to the market and let's play the role. But speaking about electrification, first let me take this opportunity as a Spanish speaking in Paris.
the best way to have flexibility is interconnection. This is the best way to do it. If we want a fluid market of electricity in Europe, we have to better integrate this market. This is the very, very important point. We are lagging behind in interconnections. We have a clear target in Europe of 15% in the 10-year regulation. We have to comply with that. And yes, we can remove Pyrenees, but we can build cables. During the crisis, the energy crisis, the traditional situation is that France exports to the Iberian Peninsula electricity. During the crisis, we exported to France because some problems in some nuclear plants. Now, we are coming back to the previous situation, more or less. But if we have more possibilities of interconnection, we both can take advantage and the whole Europe, because rain or sun or wind are not happening at the same time in the same place. So it's a better way to interconnect. But regarding clear measures in flexibility, first, the Commission should assess a national and European flexibility needs based in the TSOs and DSOs data, and of course Acer should play a role on that. We also have to set targets on demand, response, and storage. We cannot have flexibility without boosting storage in Europe. Of course, we also managed to have a European flexibility strategy that should be developed in the coming months. And of course, support schemes that can be given from member states to investors in order to promote flexibility systems, of course, limited on no fossil based flexibility. The goal of 15%, and let me say another thing, capacity mechanisms are also a way of flexibility. So we introduce a very important structural change regarding capacity mechanisms, that capacity mechanism with the electricity market design is no longer the last resort to go in the market. So we are giving more flexibility to that. But taking into account, we are opening this based in the idea of non-fossil capacity mechanisms. There is the policy sanction that we managed during the negotiations. I have to be very grateful to Christophe, because your help during the MD and also in renewables, it was a very, very hard work. But so I disagree, not fully disagree. Let the market do their own things. Let the market go for new systems and new developments in technology, because we have nowadays the possibility. And you mentioned also the right to, you mentioned how to share energy, or how to share electricity. We also put a very clear article in the right to share energy, the way that we can share our own produced electricity and other bases of electricity, for example, using our electric cars in order to provide flexibility to the system at local level, for example. Et au niveau des interconnexions, on a normalement en 2028 l'interconnexion Golfe de Gascogne qui devrait être mise en service. Pour les prochaines, il faudra peut-être effectivement passer les Pyrénées, nous verrons. Donc si on parle électricité et flexibilité, alors en tant que producteur, côté RWE, vous poussez certaines flexibilités qui sont le stockage. Comme ça a été dit avant, le stockage en France, ça patine. De manière générale, l'Europe n'est pas forcément la zone la plus dynamique sur le stockage. Alors vous gérez aussi l'Australie, qui a beaucoup plus de projets de stockage. Donc quels sont, selon vous, les freins au développement du stockage en Europe, et quelles recommandations vous auriez pour qu'on ait une flexibilité qui vienne aussi des moyens de stockage? So when we talk about storage, we mean standalone large batteries, or also co-location batteries, which are also very important, co-locating mainly with solar power plants. We are focusing a lot and have a lot of experience in the build-up of batteries
in co-location and standalone in the US. Also, you mentioned Australia. We are building at the moment our 8-hour battery, so it's a very long duration battery. We are also building batteries in Germany, so what the colleague from Total mentioned, we are also doing in Germany. In the UK is the key market, and Poland and Italy as well. As you rightly so mentioned, France is not on the list on our priority countries. Just to reframe it briefly from my side, why I would not see France #1 country for batteries for me at the moment is that you have a great starting position with hydro capacity, a nuclear fleet, you have a lot of interconnector volumes, and you have also what your grid operator recently said, a respective potential in the demand management. So you have a nice starting position in France with other markets don't have to build on it. And also what we see in those markets where solar is growing substantially. And to set this into perspective, for example, France is growing in solar as well, but for example, Germany 4 times larger. And this triggers respective challenges to the grid system. So therefore, battery build-out is much more needed and very fast needed to balance the capacity when the sun is shining and we have too much capacity into the grid, which is already the case, what you said, also with the hours of negative prices, what we see in France, but also in Spain and in other countries to come up even more. So therefore, it's really important that we look into the country portfolio and the outlook, how this is evolving, where a battery, a standalone or co-location battery makes sense. But the lessons learned from us is that the challenges you need, the revenue streams for a battery are stacking up. So there's not one simple revenue stream where you can say, I go for a CFD or I go for a PPA. You need several revenue streams. This needs to be evolved over time in each market. And then you see also battery prices are declining at the moment, which helps the commercial model a lot. But also the regulation, I think some of the colleagues mentioned it. We need the respective grid regulation be flexible for really utilizing and applying the battery in the best way. So we were waiting in some member states for opening up the regulation that we can use existing grid connections to do a battery as a co-location and really balance the grid out, and in a commercially viable way. And this is not in all member states yet the case. So I think it's great that from the European side there is the pressure increasing, and we have to see how much we then really can apply in the respective member states, that regulation enables us for really utilizing this great opportunity. And the really big benefit of the batteries is that it's rather straightforward to develop. You can really develop this extremely fast. The supply chain is also quite established. So this means this opportunity can really deploy it in the respective energy system of the markets within short notice, and therefore provides a really great opportunity for further growth when it's needed. Merci. Effectivement, il y a plusieurs usages aux batteries qui peuvent venir de la gestion des prix négatifs ou à la construction de lignes virtuelles. Si on poursuit la discussion sur les flexibilités, côté consommation, on va électrifier. Et les nouveaux usages électriques sont réputés plus flexibles que les anciens. Donc vous avez parlé de l'électrification du bâtiment, mais il y a aussi d'autres usages électriques qui pourront apporter de la flexibilité. Donc quels sont les freins que vous voyez à cette électrification qui pourrait apporter plus de flexibilité au système électrique ? Merci. D'abord, pour rebondir sur ce que vous disiez au préalable, l'électrification, on n'y est pas. Et je pense que c'est un vrai élément dont on doit avoir conscience. Aujourd'hui, on est à 23% de taux d'électrification en Europe. La France était championne en Europe. Et finalement, la Chine nous a doublé depuis plus de 10 ans. Et aujourd'hui, la Chine électrifie 9 fois plus rapidement que le reste du monde. Donc je pense que ça doit nous rappeler quand même dans l'électrification, le chemin est encore à faire. Et pourquoi est-ce qu'on est en retard ? Parfois par des idées préconçues. On pense que ça va coûter trop cher, on pense que c'est pas possible, on pense que les process ne le permettent pas. Donc parfois par des idées préconçues. Et donc l'électrification doit être un cheval de bataille. Les technologies existent. Maintenant, c'est notre responsabilité de se rendre compte qu'on n'y est pas et donc d'accélérer l'électrification. C'était mon premier point. Le deuxième point, quand on parle d'électrification, on va penser à ce qui nous touche immédiatement. Alors on va penser à la mobilité, bien sûr. On va penser parfois à sa maison, on va penser à la pompe à chaleur, on va penser à des choses comme ça.
Mais en fait, le vaste sujet, c'est comment électrifier toutes nos économies. Quel est le potentiel d'électrification ? Et en fait, la Commission nous a dit, en fait, il faut doubler l'électrification. Doubler l'électrification, ça veut dire quoi ? Par segment d'activité. Et ensuite, comment on utilise intelligemment cette électrification ? Alors, si on prend le rôle du bâtiment, par exemple, aujourd'hui, on est à peu près à 30% d'électrification. En fait, il faudrait passer à 70% d'électrification. Vous voyez bien, dans le bâtiment, déjà, il y a beaucoup de travail à faire. Dans l'industrie, aujourd'hui, on est à 20% d'électrification. Et on devrait passer à 60%. Donc il faudrait quadrupler le rythme d'électrification. Et pour autant, on ne va pas y penser naturellement. Parce que électrifier l'industrie, il y a plein de process, il faut regarder process par process. Il y a des choses qui ne sont pas flexibles, il y a des choses qu'on ne peut pas arrêter, mais il y a aussi plein de choses qu'on peut faire. Et plutôt que de parler sur ce qu'on ne peut pas faire, on doit parler sur ce qu'on peut faire. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, 75% des émissions industrielles proviennent de la chaleur industrielle, proviennent des émissions liées au chauffage industriel. Comment est-ce qu'on arrive à électrifier ? C'est possible. Dans un certain nombre de cas, on prend le secteur de l'agroalimentaire. Dans l'agroalimentaire, c'est des basses températures, des basses moyennes températures. Donc c'est beaucoup plus facile à électrifier. C'est ça aujourd'hui qu'il nous faut communiquer. Donc quand vous parlez de frein, c'est déjà accélérer l'électrification pour débloquer des usages de flexibilité. Comment accélérer ? C'est justement de mettre en lumière ces secteurs qui peuvent s'électrifier. C'est le premier élément. Le deuxième élément dont on a un tout petit peu parlé, c'est aujourd'hui les réseaux. Pour électrifier, il faut investir dans les réseaux. On est sur un rythme d'investissement annuel de 33 milliards par an en Europe. Il faut passer à 67 milliards. Donc une échelle qui est beaucoup plus importante, mais c'est un prérequis, là encore, pour électrifier. Quand on va électrifier, on va flexibiliser. Donc vous voyez, dans les freins, aujourd'hui, il y a un frein non pas de technologie, mais d'arriver à communiquer et mieux segmenter nos marchés pour identifier là où on peut avoir un effet d'échelle. Et puis deuxièmement, c'est investir dans le réseau qui va permettre ensuite de jouer la flexibilité, de réinvestir sur le marché quand c'est possible. On a assez peu parlé de la mobilité, mais la mobilité de demain, ça sera le véhicule to grid. Utiliser la batterie pour améliorer, pour rendre des services au marché. Voilà, c'est ça le monde de demain. Donc les freins, oui, on les a identifiés, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de frein technologique. Il y a un frein de prix quand même. Oui, il y a un frein de prix, mais là encore, c'est notre bonne volonté. On en parlait tout à l'heure dans la table ronde. L'électricité aussi coûte cher parce qu'elle est aussi surtaxée. Quand on compare par rapport aux énergies fossiles, on a des taxes supplémentaires dans l'électricité. Si on veut vraiment électrifier, il faut ramener les choses à leur juste valeur. Et justement, si on ne veut pas surtaxer, il faut peut-être aussi aider. Donc il y a plusieurs initiatives de banques européennes de l'électrification qui émergent. Alors ça émerge en Europe parce que maintenant l'électricité est décarbonée, pas seulement en France, mais en Europe. 70% d'électricité décarbonée à peu près sur tout le continent européen. Ce n'était pas encore le cas il y a quelques années. Donc comment est-ce qu'on aide l'électrification au niveau européen ? Est-ce qu'on met en place des banques européennes de l'électrification comme c'est poussé certains acteurs ? Comment est-ce que vous évaluez ces initiatives, Monsieur Grudler ? Il y a beaucoup d'initiatives qui se prennent, et c'est vrai qu'il faut rappeler quand même, en France, souvent, on n'est jamais content de ce qu'on fait, mais la France, c'est quand même 90% de l'électricité qui est décarbonée. Il faut aussi le rappeler, 70% de nucléaire et 20%, grosso modo, et 20% de renouvelables. Et le but qu'on doit défendre, c'est comment on peut supprimer les 10 derniers pourcents de fossiles. Le but, c'est pas de voir comment on peut passer de 20% de renouvelables à 30% au détriment du nucléaire. Le but, c'est vraiment d'aller chercher ce qu'il faut décarboner. Donc, pour vous, madame, les 10% qui restent, c'est ça qu'il faut aller chercher. Et c'est, à mon avis, là où vous pouvez développer votre marché en France. Il faut aller chercher les fossiles qu'on consomme par ailleurs en dehors de l'électricité. C'est pour ça qu'il faut électrifier. Absolument. C'est pourquoi, au niveau européen et au niveau français aussi, donc on dit électrification d'abord. Et quand on ne pourra pas électrifier, transport lourd, certains secteurs industriels, on trouvera peut-être d'autres formules par l'hydrogène, l'ammoniac, par exemple. Et donc, en fait, aujourd'hui, le problème, je trouve, Madame Huette, qu'aujourd'hui, l'électricité, elle est réussie au niveau de l'offre. Elle n'est pas réussie au niveau de la demande. C'est ça le problème. Si aujourd'hui, on a des prix négatifs sur le marché de l'électricité, parce qu'on est capable de produire énormément, donc de suivre les objectifs européens pour augmenter la production électrique, puis qu'en face, il n'y a pas de clients. Le fait qu'en France, par exemple, cet été, on a été obligé de fermer 3 tranches de centrales nucléaires, parce qu'il n'y avait pas de clients. Et que dans le même temps, les interconnexions avec l'Allemagne étaient saturées,
les Allemands nous demandaient de l'électricité, on ne pouvait pas leur en donner parce que toute l'interconnexion avec l'Allemagne était prise. Et là, en même temps, les Allemands, ils ont démarré des centrales au gaz, des centrales au charbon, parce qu'ils ne pouvaient pas avoir d'électricité décarbonée. Donc je crois, cher Nicolas, aussi aux interconnexions. J'en ai parlé avec Mme Rivera d'ailleurs. Elle m'a dit, quoi, vous êtes un Français, vous êtes favorable aux interconnexions? Évidemment, elle ne voyait que les interconnexions à travers les Pyrénées. Mais bon, c'est beaucoup plus global, en fait, l'approche à avoir. Donc en fait, on a des mécanismes de soutien maintenant pour la demande. Parce qu'il faut effectivement que le transport y passe, il faut que l'industrie y passe, et ça, c'est des investissements massifs. Et donc, si on n'est pas capable d'aider financièrement ces secteurs à franchir le pas pour l'électrification, ça sera raté. Alors, dans ce cadre-là, effectivement, la banque de l'électrification est une bonne idée, qu'on a été plusieurs à pousser. C'est un peu comme la banque de l'hydrogène, si vous voulez. Bon, la banque de l'hydrogène, elle a quand même encore un vice, c'est qu'elle soutient que l'hydrogène renouvelable. Bon, alors qu'en France, je sais que vous voulez produire beaucoup d'hydrogène à partir de l'électricité réseau et que malheureusement, le texte actuel de la Banque européenne de l'hydrogène vous empêche de le faire. Et qu'on préfère sans doute importer de l'hydrogène de Namibie, d'Arabie Saoudite, du Chili. Ce n'est pas du tout ma conviction. Donc je voudrais qu'on arrive sur la banque de l'hydrogène à en faire une vraie banque de soutien à l'hydrogène propre. C'est-à-dire qu'il soit renouvelable ou qu'il soit bas carbone. Et donc, le principe là est le même. Donc, avec la banque d'électrification, c'est d'avoir des enchères, d'avoir de l'argent, plusieurs milliards, comme c'est le cas pour la banque de l'hydrogène, qui vont permettre de soutenir tel secteur, tel projet industriel d'investissement pour passer à l'électrification. Et on sait qu'évidemment, dans un premier temps, faire de l'acier ou du ciment, ça risque de coûter un petit peu plus cher quand même si on choisit d'autres concepts. Donc il faut voir comment effectivement la puissance publique peut soutenir financièrement et donc une banque d'électrification est pour moi un très bon plan. J'aimerais peut-être sur les interconnexions, parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. Donc au niveau de mon groupe Renew, on a lancé au Parlement européen un rapport d'initiative sur l'augmentation des réseaux au niveau européen. Et donc, ça a été choisi par la conférence des présidents en commun. Donc, c'est tous les groupes politiques qui le portent maintenant. Et donc, on aura ce rapport d'initiative qui devrait sortir dans les 3-4 mois, qui permettrait aussi de faire un état des lieux et de voir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, pour que, évidemment, le renforcement du réseau se fasse au profit de tous. Et donc, on va travailler très, très fortement également sur cette question-là. Le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, c'est quelques milliards aussi. On appelle ça European Connecting Facility dans la langue de Shakespeare, mais il faudra mettre aussi davantage d'argent là-dessus. Et si on va interconnecter, c'est extrêmement important. Puis il faut aussi qu'on ne soit pas trop naïf en européen. C'est malheureusement un peu le travers des fois. Donc, je prends l'exemple. Il faut absolument aider l'Ukraine. Donc on finance, avec le mécanisme d'interconnexion en Europe, on finance l'électrification de l'Ukraine. Donc on paye l'interconnexion. Puis de l'autre côté, vous avez les Américains qui sont en train de vendre du NuScale, du Westinghouse, qui sont en train de vendre des capacités de production électrique. Donc quand la guerre sera finie, l'idée c'est que voilà, nous on a payé l'interconnexion pour avoir des concurrents aux portes de l'Europe qui vont venir nous vendre de l'électricité. Pour l'instant c'est la guerre, il faut absolument les aider, bien évidemment. Mais vous ne croyez pas qu'en Européen intelligent, on aurait peut-être pu dire, écoutez, on vous finance l'interconnexion, mais derrière, on va vous proposer des moyens de production européens qui vont vous permettre de développer la production d'électricité européenne. Mais ça, on ne le fait pas. Donc on fait le chemin à moitié, et en général pour favoriser des concurrents. Merci. Alors ça me permet de rebondir sur une question, parce que j'entends beaucoup, il faut aider l'électrification, il faut financer les réseaux, financer les interconnexions. Donc on a plein d'argent, en fait. Donc, on en aura de plus en plus, on va en avoir de plus en plus. Ce que je veux dire, c'est d'où vient cet argent? Parce que vous avez parlé du fonds de solidarité de l'ETS, oui. Qui a été rerouté vers la solidarité pour l'Ukraine. Très bien, mais du coup, comment est-ce qu'on finance tout ça et comment est-ce qu'on rend cette électricité compétitive alors qu'il y a une contrainte qui est ce qu'elle est sur les finances publiques françaises bien sûr, mais européennes de manière générale? Alors il se trouve que là on est en pleine réflexion budgétaire puisqu'on va présenter pour le mois de juin la nouvelle matrice du cadre financier pluriannuel de l'Union européenne, mais avant on réfléchit effectivement en urgence à trouver ces moyens financiers qu'on n'a pas aujourd'hui. Le problème c'est que voilà, on est 27 pays, moi je fais partie d'un pays qui croit aux ressources propres. Et moi j'y crois aussi, c'est-à-dire qu'on puisse avoir des ressources européennes qui alimentent un fonds de souveraineté qui nous permettent de soutenir nos bases industrielles européennes. Et d'autres pays ne veulent pas entendre parler de ressources propres. Donc on a un petit
petit combat. Alors, je suis contre l'antagonisme franco-allemand, mais là-dessus, c'est vrai qu'on n'est pas toujours d'accord. Nos collègues allemands n'aiment pas les dettes communes européennes et n'aiment pas les ressources propres européennes. D'autres pays n'aiment pas non plus les ressources propres européennes, parce que ça veut dire que l'Europe lève des taxes et l'Europe fiscale commence à se mettre en place. Et certains pays qui ont une fiscalité hyper basse pour attirer des sièges sociaux d'entreprise, vous savez tous auquel pays je pense, ils ne veulent pas du tout de... Nous, on a taxe plastique, mécanisme d'inclusion carbone aux frontières, taxe sur les GAFAM. Toutes ces idées-là, ça ne coûterait pas un centime aux contribuables français ou d'autres pays, et ça permettrait d'avoir vraiment un fonds indépendant qui nous permettrait de venir soutenir directement toutes nos sessions industrielles. Donc il y a des idées. Mais pour que les idées avancent, il faut effectivement qu'on soit ensemble et dans un temps très court. Parce que le temps industriel, il est long. C'est-à-dire qu'il faut regarder très loin pour voir où c'est qu'on veut aller. Mais pour le reste, il ne faut pas perdre de temps. Je rappelle, la stratégie hydrogène européenne, elle a été lancée en juillet 2020. On veut accélérer sur l'hydrogène. Juillet 2020. On a dû sortir en 2023 les actes délégués qui permettaient de donner la visibilité aux entreprises. Donc pendant 3 ans, les projets se sont montés dans les États membres. On a notifié tout ça à Bruxelles. Et puis au bout de 3 ans seulement, on a eu la réponse. Donc si on dit qu'on accélère, on accélère à tous les niveaux. Et dans ce cadre-là, il est clair que le Clean Industrial Deal, qui va arriver bientôt, puisque c'est le commissaire Séjourné avec la commissaire Rivera et avec le commissaire Eustra, les vice-présidents exécutifs du Parlement européen, qui vont lancer ce Clean Industrial Deal, dont la sortie est annoncée le 26 février, me semble-t-il. Le 15 janvier, c'est la publication sur la compétitivité européenne. Et le 26 février, c'est sur le Clean Industrial Deal, où on aura aussi une vision de ce qu'on peut faire et ce qu'on peut financer concrètement. Merci. Du coup, l'année prochaine, on invitera un collègue irlandais pour pouvoir répondre à cette question. Vous voulez réagir Je voulais juste réagir sur un point, parce qu'on parle tous beaucoup de finances publiques. Il faut quand même se rappeler que juste après le Covid, il y a déjà un fonds qui avait été identifié, qui était le fonds de recovery, pour la recovery après le Covid. Dans certains pays, ce fonds n'a pas été dépensé. Aujourd'hui, certains pays n'ont pas reçu plus de 20% des fonds qui devaient être alloués. La réponse de la Commission dans ce cas-là, c'est le fonds est disponible, l'argent est disponible, mais on n'a pas les bons projets. En fait, ce n'est pas qu'elle n'a pas les bons projets, c'est que la difficulté administrative pour accéder aux fonds est là. Donc déjà, les fonds qui ont été alloués en 2019, post-Covid, devraient être dépensés pour soutenir nos industries. Avant d'imaginer déjà d'autres fonds, on peut déjà utiliser les fonds existants qui ne sont pas dépensés. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est qu'on a des temps de réaction qui sont tellement longs. Entre 2019 et aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses. Et notamment dans nos secteurs dont on parle, par exemple le secteur de la batterie, on veut développer des technologies européennes. Regardez Northvolt, regardez Verkor en France. Pendant ce temps-là, nos concurrents sont venus en Europe, ont décru les prix par 50% en mettant en difficulté nos entreprises, nos tissus industriels qu'on est en train de créer en Europe. Donc là encore, le message, c'est la façon de défendre nos industries. Quand on veut être prospectif, on veut aller en Ukraine pour développer nos technologies, encore faut-il leur donner une chance. Tous ces investissements ont une projection sur 30 ans, sur 40 ans. Si on n'a pas la faculté à les défendre à long terme parce qu'on croit dans nos technologies, bien en fait, c'est de la technologie qui va s'évaporer. C'était aussi le message de Christine Lagarde dans une super interview qui a été faite dans Le Monde, de dire que tous les fonds n'avaient pas été dépensés parce qu'on a du mal à faire émerger des projets d'infrastructure, comme quoi il n'y a pas que le permitting. Pardon, 40 milliards pour la France, le plan de relance, c'est 40 milliards pour la France, dont une bonne partie a servi à France 2030, à des projets comme ça. Il a été assez utilement quand même dépensé, mais c'est vrai qu'il y a des reliquats. Il y a des reliquats très importants et il y a des pays qui n'ont rien fait. Effectivement. Si on recentre sur la compétitivité et sur comment rendre l'électricité plus compétitive, Katia Wünschel, vous nous dites, sur les renouvelables, il faut accélérer sur le permitting, évidemment, mais il va aussi falloir favoriser les grands parcs, la grande puissance pour faire des meilleures économies d'échelle. Vous le faites déjà dans d'autres pays, mais pas en France et moins en Europe à cause de certaines contraintes. Yeah, when it comes to increase our competitiveness, specifically in Europe, I think we really have to look into how we get, I think it was said everywhere, the electricity costs down, how we can
boost up how we can accelerate our green transition so that we really can have a competitive position in Europe, in our industry, in the supply chain. What we see how it works, I mean, when you just look into the figures, we looked into it 2010, which is just roughly 14 years ago. Onshore was still in the levelized cost of energy, so in the respective cost position, 20% more expensive than fossil. It's just 15 years or 14 years ago. So when I would ask you what you think we are today or last year, the sources are the International Renewable Energy Agency. Last year, onshore was 60% cheaper, more than 60% cheaper than fossil. So we are there already, but for sure we have to look into each and every member state how much they are adding up on top of the real costs of renewable energy, which comes from the grid and taxes and so forth. But the key driver, when I just look in the renewable projects, how we can make them even more cost competitive, is very simply speaking, standardization and scaling up. And specifically in onshore and solar, because this is a kind of mass manufacturing process. You do many of those. And then when you see the comparison to France, the average onshore projects, as I said, are the smallest in Europe. Whatever, 20 megawatt is really the smallest. And the permitting time takes so long that the wind turbine I have selected in the beginning, at the end when I need the construction, is not any longer fitting. And at the moment, we are really searching the specific turbine type for France, because also not just it's a really long time when we decided the turbine, also the height limitations in France are the lowest in Europe. So therefore, I think we should be very cautious that this framework will get less competitive, because I don't think that the wind industry will produce just for France specific French turbines. I don't think this will happen. So therefore, when we really want to stay cost competitive, we have to see how much we can really bring permitting in a faster period, that turbines are still existing, and the height limitations. I know there are a lot of specific military and air traffic topics, but that also other member states found solutions that we can build higher, which is then also more efficient, because the new turbines are namely 6 to 7 megawatt onshore, but in France we are significantly on the smaller scale. So the efficiency case is really important, and which has an implication for the cost position. But also the complexity, we have to make it much simpler. We cannot rely on so much bureaucracy. The appeal process is very specific in France. I would say 70 to 80% of the onshore projects are always appealed. I think there are also a lot of ideas existing how this can be shortened when the court litigation process can be more efficient. I'm not a French expert here, but I see in a lot of other member states where they have fastened this process, and when still appeals exist, but the process of the appeal is much, much faster. And then I would like to add a bit regarding what you mentioned, the Net Zero Industry Act, which is a really important piece for Europe when it comes to supply chain resilience and sustainability. It provides a very attractive opportunity, again, like the electricity market design or the RED III, but we should be extremely cautious in how to apply it, because this could have potential for over-bureaucracy if it's not applied in the right way. Meaning, for example, in onshore and solar, you can apply the right criteria as a pre-qualification criteria, so that really the volume of projects can go to the auction and you have a pre-qualification, what is required, and therefore then, for example, build up the local content, the local supply chain, and support it. But you can make it also extremely complex in a very complex weighting system in an auction price. Yeah, and when you think of hundreds of participants in an onshore and solar auction, I'm a bit concerned how we want to ensure that the really nice growth which we see in renewable now in the last 2 years really taking off, and we see the growth coming, we don't want to slow down it. So we want to keep it pragmatic and easy to apply. So therefore, I'm really curious, and I would love to have even more European standard. I think you mentioned it, but we need much more the European mindset behind to join forces and find simple, pragmatic solutions across the European member states to utilize the different positions in the best way. Avant de vous laisser réagir, effectivement, je voudrais préciser que sur les appels, les recours contre les projets renouvelables en France, il n'y a pas de juridiction, il n'y a pas de tribunaux dédiés
contrairement à d'autres pays où il y a eu des services dédiés à traiter ce genre de contentieux, ce qui du coup accélère les appels sans les interdire, effectivement. Vous vouliez réagir, Monsieur Grudler? Oui, peut-être sur la préférence européenne dans les appels d'offres publiques. Peut-être rappeler qu'on a mis 30%, c'est-à-dire que 30% des appels d'offres publics en Europe doivent être soumis à ces critères de résilience et de préférence européenne. Et en fait, mon idée, telle que je l'ai poussée en trilogue, c'était de dire on fait une trajectoire jusqu'en 2035 ou 40, en disant on est à 30, après on va passer à 40, 50, et dans 10 ans, on sera à 100% de préférence européenne. Alors ça ne veut pas dire qu'on fait que de l'Europe. Si jamais, effectivement, il n'y a pas de réponse européenne suffisante, on peut prendre, effectivement, l'offre d'un autre continent, par exemple. Donc ce n'est pas exclusif européen. Et puis il y a aussi un autre outil qu'on ne doit pas oublier. C'est qu'on a voté au niveau européen un texte, une directive, un règlement sur la surveillance des investissements étrangers suspects. Donc en fait, on a un outil d'enquête qui dépend d'ailleurs du vice-président exécutif Séjourné et de Madame Rivera ensemble. Il y a 30 salariés, 30 permanents de l'Europe qui vont faire des enquêtes quand les réponses aux appels d'offres sont suspects. Alors il y a eu 4 enquêtes qui ont été lancées, 2 sur du solaire, 1 sur l'éolien et 1 sur le train. Le train, c'était en Roumanie. Donc on a lancé l'enquête. Le simple fait de lancer l'enquête a fait que les Chinois se sont retirés de leur réponse à l'appel d'offres bulgare et d'un projet éolien également. Donc en fait, le simple fait d'avoir cet instrument-là, et de dire attention, s'il y a des étrangers qui viennent faire du dumping avec des subventions d'État, donc pour ça qu'ils baissent les prix, eh bien on est capable de les sanctionner et même de leur interdire de réponse au marché européen. Donc on a trouvé cette solution-là pour pouvoir aussi contrôler cette arrivée massive de propositions étrangères. Je vous rappelle que quand on n'aura plus de base industrielle en Europe sur ces technologies-là, ils reviendront avec 3 fois, 4 fois le prix qu'ils payent aujourd'hui. Et nous, on sera à ce moment-là complètement dépendants, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Sur la compétitivité, vous vouliez également réagir, et notamment pouvoir aussi reparler d'interconnexion, parce qu'on a parlé de prix de l'électricité, mais il faut bien voir qu'il y a plusieurs zones de prix en Europe, des prix qui sont plutôt bas en Espagne, des prix qui sont plus élevés dans les pays de l'Est, la France qui tire son épingle du jeu des interconnexions. Donc comment vous voyez cette compétitivité, mais à un niveau européen plus que cloisonné dans certains pays qui demandent des interconnexions pour partager? Some bullet points. Sure that Teresa Rivera, you were surprised that you defend interconnections. And in exchange, you sure were surprised that Teresa Rivera was not a nuclear enemy. So this is a good starting point, the first thing. But let me say one thing about competitiveness. It's true that energy is one of the biggest part of competitiveness and could be in Europe. And we have to use our own sources, as I said at the beginning, because yes, more electrification also means the use of less energies, our physics. So, but it's volatile in these times. We are changing from one source to others. So we are going to experiencing volatile times. We have to manage as policymakers how to reduce these volatile times and give stability and predictability to the markets. But now we are losing some time regarding some investments, mainly in batteries, and of course, for example, you mentioned solar panels or wind turbines. I think that not everything can be solved with tariffs. You are the liberal and the socialist. Probably I will have to say the opposite as you are saying. Of course, we have to investigate. We have to make clear finding of what is happening with some Chinese companies. But for example, nowadays, the solar PV manufacturers in China are losing a lot of money. They receive a lot of subsidies. We have a string overcapacity, but we are taking advantage of Chinese subsidies fluent to Europe to massive install solar panels. That is really happening right now. So we post tariff, of course. We have a solar PV industry right now in Europe. No, why not? Because we boost research and development at the early of the century, and then we manage, I don't know why, to not invest, not give public aids. Don't repeat the same mistakes, for example, in
in the batteries and the car. We are losing also right now, but we have to go for a clear electrification, a clear path for electrifying the mobility, also the industry and the housing sector. But don't forget that mobility is also our automotive industry. And our automotive industry in 20 years won't have fossil fuels, or even less. And we have to understand that very fast. Otherwise, yesterday when I came to Paris, I saw an advertisement, bid seal 1,000 kilometers of range for 35,000 euros. This is competitiveness, probably made with nuclear subsidies. We had to manage that, impose the exact tariffs to level the playing field. But not everything is going to be solved with tariffs. And remember, on the other side of the Atlantic, we are going to have, I don't know if an enemy or a friend, imposing tariff to our products. I don't know to our products what is going to happen, but of course to Chinese products. So we have to build also a new relationship. Of course, the competitiveness of China is also powered by clear and legal subsidies when it refers to WTO. We know it. We have to study very clear. But we are not going to solve everything, the development of our industry, only with tariffs. We have to be aware of that. You want electrification, you want heat pumps, you want wind turbines in Europe, you want solar panels, you want electric cars. In order to increase the electric demand, we should invest and be more competitive by ourselves, not only imposing tariffs. And let me say one another thing, very important. The new growing demand in data centers. We have to take care of it because we also are going to see a massive increase of electric demand on this sector. How we manage that? How we can manage that? The use of additional electricity for these data centers, these companies are able to pay more than the spot market, very much more than 100 euros per megawatt hour. So think on that because I think the explosion is also happening in France, but of course in Spain it's already happening, and in Ireland is 20% of the total electricity consumption. That is also stealing electricity for housing, for mobility, and paying more for that. So big influence in the market. Sorry, I went out of the time. Non, mais merci beaucoup. Gwenaëlle Huet, je vous laisse conclure cette table ronde en parlant compétitivité et électricité, si vous le voulez bien. Oui, merci. Je pense qu'on a évoqué déjà beaucoup de sujets sur la compétitivité, mais peut-être pour résumer, aujourd'hui, Draghi nous avait annoncé un certain nombre de volumes d'investissement qui étaient nécessaires pour relancer la compétitivité européenne. C'est extrêmement important, et spécialement dans le contexte géopolitique actuel. Ça devient le sujet prédominant. On ne doit toutefois pas oublier que compétitivité et développement durable vont main dans la main, c'est-à-dire la transition énergétique nous aidera à réaliser la compétitivité. Comment ? Par la souveraineté énergétique, c'est-à-dire mieux développer nos propres énergies, mieux valoriser nos ressources, donc électrifier, accélérer les permittings pour mieux électrifier plus rapidement et puis gérer la demande. Quand on réalise, aujourd'hui, on dépense 350 milliards annuels pour importer nos énergies fossiles. Donc l'électrification, c'est aussi la solution pour une meilleure balance commerciale pour l'Europe. Eh bien, merci pour ce mot de la fin. Je pense qu'on peut les applaudir avec vos mains.